Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Apolline Trioulaire, Sainte Apolline, sainte patronne des dentistes et de ceux qui ont mal aux dents 2014. Pauline Ledent, l'art dentaire en Égypte antique, 2014. Frédéric Dubrana, l'expérience chirurgicale. De la vivisection à l'expérimentation, 2013. Henri Lamandin, Les Deux Jussieu, une famille de botanistes au XVIIIe et XIXe siècle, 2013. Jean-Jacques Thomasso, La vie et les écrits de Bernard-Nicolas Lorinet, 1749 à 1814. Un médecin des Lumières dans les Révolutions, 2013. Jean-Pierre Martin, L'instrumentation médico-chirurgicale en caoutchouc en France, 18e-19e, 2013. Michel Agermain, Alexis Carrel, Un chirurgien entre ombre et lumière, 2013. Henri Lamandin, Anthony van Leeuwenhoek, 1632 à 1723, Le microscope médical et les spermatozoïdes, 2013. Christian Warolin, Molière et le monde médical au XVIIe siècle, 2013. Jean-Louis Heim, La longue marche du genre humain, de la bipédie à la parole, 2013. Mathieu Bertrand, Horace Wells, 1815 à 1848, et William T. G. Morton, 1819 à 1868. La rencontre improbable de deux précurseurs de l'anesthésie, 2013. Xavier Rio, Des dentistes qui ont fait l'histoire, 2013. Mathilde Fradin, Entretien avec le docteur Lévy Leroy, médecin résistant, 2013. Xavier Rio, Histoire indépendamentaire, 2013. Xavier Rio, Napoléon Ier et ses médecins, 2012. Dédicace. À mon fils. Introduction à la maladie mentale à Rome. Chapitre 1. Un anachronisme. Parler de psychiatrie dans la Rome antique est un anachronisme. Soit. La psychiatrie, cette spécialité médicale, a pour objectif de soigner et de guérir les maladies mentales et ne peut se concevoir que dans la mesure où la notion de pathologie psychique s'en dégage clairement. Qu'en est-il de cette question dans le monde antique ? Les troubles de l'esprit ont été généralement considérés, dans les civilisations de cette époque, comme des manifestations surnaturelles. La Rome archaïque n'échappera pas à cette conception, avant l'arrivée des premiers médecins grecs sous la République. Les praticiens grecs avaient déjà largement isolé les troubles de l'esprit, qui n'auraient pas d'origine surnaturelle ou divine. Ce sont ces thérapeutes, qui amèneront leurs tout nouveaux confrères romains à considérer les désordres psychiques comme étant d'origine naturelle. Cette thèse sera défendue bien plus tard par plusieurs théologiens, dont saint Thomas, puis sera contrecarrée par le développement de la démonologie chrétienne avec ses conséquences funestes pour les hystériques poursuivis pour sorcellerie. Le mal, c'est le démon, c'est le malin, c'est Satan qui prend possession de l'âme du pauvre chrétien. En ce sens, le catholicisme sera une régression en matière de santé mentale par rapport à la psychiatrie naissante en Grèce puis à Rome. Pour en revenir à la clinique, on s'étonne à quel point les médecins romains repèrent avec suffisamment de finesse l'hystérie, la mélancolie, la manie, le délire ou l'épilepsie qu'ils considèrent comme des vésanies naturelles. Mais si ces observations sont souvent pertinentes, les considérations étiologiques et thérapeutiques sont généralement fantaisistes, ne manquant pas d'imagination, voire de sens poétique, au détriment du malade, hélas. Il convient aussi de préciser que la psychiatrie romaine n'était pas une spécialité à côté de celle du dentiste, de l'ophtalmologue, du laryngologue, du chirurgien ou de la sage-femme. La maladie mentale à Rome développe une pratique thérapeutique psychiatrique, mais pas une spécialité médicale. Il convient par ailleurs de souligner l'intérêt des penseurs latins pour la philosophie de l'âme et de ses maladies.
Cicéron, Sénèque et Marc Aurèle sur la sagesse, mais aussi Pétrone, Martial, Suétone ou Juvénal sur le vécu de la violence. Et c'est Galien, le grand Galien, de formation philosophique, qui écrira que l'excellent médecin est aussi philosophe. Dans le domaine juridique, on est stupéfait de la relative bienveillance et protection qu'accorde le droit romain aux fous, dans une civilisation cruelle, qui ne se distingue pas particulièrement par l'esprit de compassion, tout au moins jusqu'à l'expansion des idées stoïciennes puis chrétiennes. On rappellera, pour terminer, que la langue latine est relativement riche pour désigner les désordres de l'esprit. Qu'on en juge aigritudo pour désigner la souffrance morale. Alienatus pour égaré. Amentia et furor pour folie. Ment pour esprit. Ment captus pour priver d'esprit. Phrénésis pour folie avec fièvre. Vécor pour insensé. Vésania pour folie chronique. Vésanus pour priver de raison. Stultus pour sot. En latin vulgaire, le fou est comme un homme dont la tête est remplie d'air. Le Romain doit savoir maîtriser son comportement. Il a le souci de sa dignitas. Nul doute ainsi que ce qui est demandé au médecin n'est pas seulement la santé du corps, mais aussi la santé de l'esprit. Le Romain n'aime pas la déraison. Pour lui, la folie comme la barbarie émerge quand un être ne sait plus reconnaître en lui son humanité. Chapitre de Rome, ou la PREHISTOIRE de la psychiatrie. Dans un premier temps, avant l'arrivée des médecins grecs, on utilise des remèdes de bonne femme et de la magie, des prières, des sacrifices et des pèlerinages adressés à des dieux thérapeutiques pour guérir les maladies de l'âme. Caton l'Ancien soigne toute sa petite famille avec du chou. Le chou, c'est bon pour l'esprit. Il est souvent présent sur la table des Romains. Un nombre considérable d'espèces étaient cultivées dans les jardins. On assurait qu'il possédait toutes les vertus thérapeutiques pour le corps, comme pour l'esprit. Et surtout, il ne coûtait pas cher. Nul doute que le chou, les breuvages, les onguents, les amulettes et la dévotion aux dieux devaient avoir des effets bénéfiques sur les troubles fonctionnels des hystériques. Les Romains pratiquaient l'effet placebo sans le savoir. L'un des premiers médecins importants à Rome est Asclépiade de Bithynie, ami de Cicéron. Il attribue toute maladie, y compris mentale, à 3 états possibles des canaux de l'organisme, strictus, laxus ou mixus. Sous Tibère, Cels écrit une encyclopédie médicale où la maladie mentale n'est pas oubliée. Il distingue ainsi la vésanie, maladie mentale générale et chronique, de la frénésie aiguë et fébrile. Il recommande la sévérité et la coercition à l'égard des agités, mais suggère aussi les bains, les frictions, le bercement et les voyages. Sous Trajan, Soranus d'Éphèse affirme que l'angoisse est due au strictus de l'œsophage, alors que dans l'hystérie il s'étend à tout le corps. Il décrit avec précision la mélancolie. S'il redoute la accent aigu fenestration du fou, il rejette l'usage de liens. Il recommande comme thérapie le théâtre, la conversation et la rhétorique. Soranus est peut-être ainsi l'inventeur de la première psychothérapie. Son traducteur, Caelius Aurelianus, distingue l'hystérie de l'épilepsie et rapproche les terreurs nocturnes des convulsions. Sous les Antonins, toujours, Rufus d'Éphèse écrit sur la sexualité et les maladies mentales. Arrêté de Cappadoce, quant à lui, soupçonne l'unité de la manie et de la mélancolie. Il pense que la première est plus fréquente chez les jeunes, la seconde plus fréquente chez les plus âgés. Il repère aussi les rechutes mélancoliques, l'omniscience des maniaques et l'hystérie masculine, Catochius. Une hystérie masculine à Rome qui ne nous étonne pas, dans une société où l'homme citoyen est si préoccupé de sa virilité, de ses performances sexuelles et de la taille de son pénis. Sous les Antonins encore, il était généralement admis que la médecine est la sœur de la philosophie. Ainsi, le médecin doit être aussi un philosophe qui érige des règles de morale et d'hygiène mentale. Galien, 131 environ 201 environ, a étudié la philosophie avant de devenir médecin. Il a écrit un énorme corpus médico-philosophique, dont une partie est consacrée à la psychologie. Il est aussi l'auteur d'une histoire de la philosophie, de Historia Philosophica. Ainsi il propose 4 tempéraments, sanguin, flegmatique, colérique, ou bileux et mélancolique. Il se réfère au pneuma psychique de Platon, qui a la charge du cerveau et du système nerveux.
Sa description du système nerveux est d'ailleurs relativement exacte et en progrès sur celle des médecins d'Alexandrie. Il décrit le parcours de l'influx nerveux depuis le cerveau par les nerfs. Pour lui, les nerfs ne naissent pas des méninges mais du tissu nerveux. Les branches motrices et sensitives des nerfs spinaux sont reconnues. Il n'observe en revanche que 7 paires de nerfs crâniens sur 12. Il étudie les ventricules cérébraux et le nerf laryngé. Il montre le rôle du cerveau dans la sensibilité et la motricité. Pour Galien, l'âme végétative du fou exerce sa puissance par le pneuma naturel et l'âme courageuse du cœur répartit la chaleur grâce au pneuma vital. Quant au cerveau, siège de l'âme raisonnable, il élabore dans ses vaisseaux le pneuma animal, de anima, l'âme et met en action les esprits animaux. On doit à Galien la notion de maladie par lésion sympathique, consensus, comme dans le délire des ivrognes ou des pneumoniques, qu'il oppose aux maladies par atteinte directe, démence, amentia ou arriération, fatuita, où les esprits animaux sont rares dans un cerveau refroidi. Il oppose ainsi les couples ralentissement froid et excitation chaud. Galien repère par ailleurs la pharmacodépendance, pharmacophilie, et peut être considéré comme le premier à s'être intéressé aux toxicomanies. Il étudie aussi la simulation des maladies, pathomimie. S'appuyant sur le stoïcisme et l'observation, il donne aux passions une grande place en psychopathologie. Aolugel, contemporain de Galien, vante quant à lui les vertus thérapeutiques de la musique sur les maladies de l'âme. Cette idée sera reprise par Isidore de Séville, au déclin du monde romain. Il rappelle qu'Asclépiade ramena un frénétique à la raison, par un concert. Pour lui, la médecine est la seconde philosophie. Ces deux disciplines revendiquent en effet l'homme tout entier. L'une guérit l'âme et l'autre le corps. Dans cette perspective, la philosophie serait l'ancêtre de la psychiatrie. À l'Est, rien de nouveau. La médecine dans l'Empire romain d'Orient, puis byzantin, pauvre et sans originalité, a surtout produit des encyclopédies ressassant les connaissances médicales de l'Occident sur les maladies de l'âme. Un nom émerge cependant, Alexandre de Tralles au Ve siècle. Il calme la frénésie avec des bains, de l'opium et du vin. Il recommande d'user d'artifices pour détromper les délirants. Guérir ? Pour Cicéron, vouloir guérir est la condition nécessaire pour guérir l'âme. Chacun doit être le médecin de lui-même. Sénèque et l'inconscient. L'originalité de Sénèque est d'avoir découvert l'importance de l'inconscient. Freud n'a pas découvert l'inconscient, mais en a développé les conséquences psychiques et psychopathologiques. L'immense culture de Freud sur la philosophie antique ne pouvait pas ignorer Sénèque. Chapitre 3 – Les maladies de l'âme. Le terme est bien vague. On le doit à Platon. Il a le mérite de signifier que le psychisme puisse être malade. Faut-il traiter les maladies de l'âme de façon philosophique ou de façon médicale ? Les médecins doivent-ils s'occuper du corps, et les philosophes du sens de la vie, de la souffrance psychique et de l'âme ? Qui doit juger pour l'individu de sa capacité à poser des actes juridiques, valables ou non ? Bref, le psychiatre doit-il être le médecin ou le philosophe, puisque la spécialité psychiatrique n'existe pas à Rome ? Lucrèce, Cicéron et Sénèque vont traiter de la maladie mentale à partir de propos philosophiques. Paradoxalement, les maladies de l'âme ne vont pas être traitées d'un point de vue médical, mais d'un point de vue philosophique. La psychiatrie romaine est d'abord une philosophie de l'âme. Les médecins romains, quand ils parlent de maladie de l'âme, en parlent en faisant allusion aux philosophes. Ainsi, les philosophes romains étaient des psychiatres sans le savoir en traitant de la souffrance psychique. Parler de maladie de l'âme suppose que l'âme comme le corps souffre de maladie. Alors, pourquoi les médecins romains ne se sont-ils pas beaucoup intéressés à ces maladies pour en faire une spécialité, la psychiatrie ? Le terme de maladie mentale suppose une question médicale, il s'agit d'une maladie, et une question philosophique, il s'agit de l'âme. La complexe dualité de cette maladie a peut-être fait fuir les médecins. Pourtant Galien n'a pas fui. Il utilise sa formation philosophique et introduit cette discipline dans sa théorie et sa pratique médicale. L'expression maladie de l'âme implique un dualisme corps et âme. Ce dualisme sera au centre de la médecine occidentale jusqu'à nos jours, si l'on met à part la pensée psychosomatique. Parfois la répartition se fait de la façon suivante.
l'âme appartient aux philosophes et le corps aux médecins. Avec l'invention de la psychiatrie par P. Pinel au XVIIIe siècle, la maladie mentale serait une partie de la pathologie générale, une conséquence de la maladie du corps. Il y a chez Pinel une unicité du physique et du psychique. Mais dans la pathologie antique, c'est le dualisme qui domine. Ainsi Galien, malgré sa formation philosophique, n'a pas construit de psychopathologie, pas plus que les autres médecins romains d'ailleurs. Pourtant, il a insisté sur l'origine somatique de la folie. Un dualisme peut parfaitement admettre qu'il existe des maladies de l'âme qui affectent le corps, et des maladies du corps qui affectent l'âme. Mais n'est-ce pas la position de la médecine moderne? L'hystérie affecte le corps, la maladie de Basedow affecte l'humeur. On pourrait multiplier les exemples. Chapitre 4 Une question de vocabulaire. Si la psychologie des anciens n'est pas toujours si différente de la nôtre, si les mots de la médecine antique se retrouvent en psychiatrie et en psychanalyse, ce sont leurs sens qui changent. La mélancolie antique par exemple ne fait pas de distinction entre la dépression névrotique et la dépression psychotique, mélancolie et trouble bipolaire. L'hystérie prendra son indépendance par rapport à l'utérus et deviendra une maladie psychique avec des symptômes physiques. Mais d'abord une maladie de l'amour, qui sera, grâce à S. Freud, à l'origine de l'invention de la psychanalyse. Enfin, cette hystérie deviendra une structure psychique, la structure du féminin chez Gilles Lacan. Chapitre 5 Philippe Pinel. S'il existe un mythe Pinel libérant les fous de leur chaîne, personnage opportuniste proche de la Révolution française, il n'en est pas moins l'inventeur de la psychiatrie. Bien entendu, cette psychiatrie a pris un coup de vieux avec la psychopharmacologie, les psychothérapies diverses et la psychanalyse. Une psychiatrie moderne? Mais où donc a-t-il été chercher cette modernité? D'où vient son invention de la maladie mentale et de la psychiatrie? Pinel ne cache pas ses sources, au contraire, il les expose longuement et se réfère à la tradition grecque et romaine qu'il connaît bien. Sa psychopathologie va être largement influencée par Cicéron et Sénèque. Pinel inventera des traitements aussi fantaisistes que les médecins romains pour guérir la maladie mentale. Il inventera le traitement moral, l'ancêtre des psychothérapies modernes et de la psychanalyse. Il ne reste pas grand-chose de la psychopathologie de Pinel, comme de la psychopathologie antique. Pourtant, le vocabulaire des anciens hante encore celui de la psychiatrie moderne et de la psychanalyse. Psychanalyse que Gilles Lacan aura eu la sagesse de faire sortir de la psychiatrie en proposant une philosophie clinique, qui guérit de surcroît. Psychanalyse permettant au sujet de se situer par rapport à la vie, à l'amour, à la mort et au travail. Retour à l'Antiquité avec un sujet trouvant sa vérité dans un dialogue socratique. Première partie, les maladies du corps. Chapitre 1 Le médecin romain. Un état de santé des Romains. Il était meilleur dans les villes que dans les campagnes. Mais à la ville comme à la campagne, la plèbe souffre de dénutrition et de malnutrition. Le rachitisme et bien d'autres pathologies sont l'ordinaire de cette population misérable. À la campagne, seuls les gros bourgs sont visités par les médecins. Les paysans libres, isolés dans leurs fermes, sont mal soignés. Pour se soigner, ils doivent attendre la tournée d'un médecin un jour de marché. Paradoxe, les esclaves d'un latifondium qui disposent d'un praticien permanent sont généralement en meilleure santé que les paysans libres. Le maître n'oublie pas que l'esclave est un capital économique, et qu'il convient de préserver cette force de travail. Enfin, les médecins indépendants préfèrent s'installer à Rome dans une grande ville pour bénéficier d'une clientèle aisée. Quant aux médecins esclaves, souvent grecs, ils ont une vie plus que confortable au service de riches familles romaines. La médecine à Rome. Rome ne connaît guère les médecins qu'au IIe siècle avant notre ère. Ce qui ne signifie pas qu'elle ignorait un certain art de la médecine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.